Le sujet de l'enseignement ce soir est le yoga du souffle, et ce yoga du souffle comporte 6 aspects, 6 points importants. Et ces 6 points importants sont particuliers à l'enseignement bouddhiste du yoga du souffle. C'est-à-dire que lorsque l'on se place d'un point de vue bouddhiste, le yoga du souffle recouvre 6 points. Cet enseignement repose sur les textes bouddhiques et donc repose sur des textes fondamentaux du bouddhisme et n'est pas un enseignement qui serait donné comme ça sans aucun fondement. Il repose sur des textes et c'est dans les textes qu'il est indiqué qu'il faut connaître ce yoga du souffle. Le yoga du souffle est une technique que l'on retrouve dans beaucoup de philosophies ou dans d'autres religions. Mais ce yoga du souffle tel qu'il est enseigné dans d'autres religions ou dans d'autres, doctrines est différent de celui qui est enseigné à l'intérieur de l'enseignement du Bouddha. Parmi ces 6 points importants donc, qui forment le yoga du souffle à l'intérieur de la tradition bouddhique, les 4 premiers points ont déjà été enseignés par Khyentse Rinpoche il y a 4 ou 5 ans. Bien que ces enseignements aient déjà été donnés, exposés par Khyentse Rinpoche il y a donc quelques années, il est bon de les redonner à nouveau aujourd'hui, et ceci pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il y a plusieurs années, il y a des personnes qui étaient effectivement présentes à ces enseignements, mais qui ne sont plus présents aujourd'hui. Et puis il y a des personnes qui sont présentes aujourd'hui, mais qui n'étaient pas présentes il y a quelques années. Donc il y a une fluctuation dans l'auditoire qui fait que les enseignements doivent toujours être repris et redonnés et réexposés, disons, d'année en année. Donc, en ce qui concerne le premier point, Khyentse Rinpoche va donc exposer ce premier point, mais de façon beaucoup moins développée qu'il l'avait fait il y a quelques années. Il va donc le donner de façon beaucoup plus condensée. Si l'on veut véritablement pratiquer le yoga du souffle selon l'enseignement du Bouddha à l'intérieur de la pratique bouddhique, il est important en premier lieu, il est nécessaire en premier lieu d'avoir pris des vœux, c'est-à-dire d'avoir pris au minimum les vœux d'avoir pris refuge, d'avoir pris les vœux liés au refuge,
et d'avoir donc pris un certain nombre de vœux par rapport à sa propre éthique, par rapport à des vœux de moralité, des vœux d'éthique. Si l'on agit ainsi, si l'on pratique de cette façon, en ayant pour base donc cette prise de refuge, enfin ces vœux par rapport à l'éthique qui sont déjà pris, eh bien les différents degrés de ce yoga du souffle, les différentes étapes s'établiront de façon ferme et stable, et l'on arrivera ainsi à progresser de façon stable et ferme jusqu'à disons au fruit du yoga du souffle. Si l'on ne désire pas particulièrement pratiquer le bouddhisme, si l'on écoute comme ça le yoga du souffle, et si on écoute comme ça pour avoir une idée de ce que c'est, sans avoir le désir de pratiquer conformément à l'enseignement du Bouddha, à ce moment-là, il n'est pas nécessaire de prendre ses vœux et de s'engager ainsi par ce respect de l'éthique, par ses vœux. Pour illustrer cela, Karinpoché donne l'exemple suivant. Si l'on a le désir d'édifier, de construire un immeuble de 6 étages, eh bien il va falloir au départ faire des fondations extrêmement solides et extrêmement rigides qui permettront de soutenir l'ensemble de ces 6 étages. Et on passera beaucoup de temps, peut-être 1 an ou 2 ans, le temps de faire des fondations bien fermes, de couler tout le ciment pour que tout soit bien solide pour porter ces 6 étages. Et si on ne passe pas ce temps à avoir des fondations bien solides, eh bien l'immeuble ne tiendra pas le coup. Par contre, si on a seulement dans l'idée d'édifier une petite baraque de même pas 1 étage, eh bien on n'a pas besoin de passer longtemps à faire des fondations extrêmement solides. Il suffit uniquement d'avoir quelque chose qui puisse supporter des murs à un toit, et même si les fondations ne sont pas très solides, ne sont pas très fermes, eh bien ça n'aura pas beaucoup de conséquences sur la fragilité de l'édifice, puisque c'est un édifice extrêmement petit, qui n'est pas très lourd et qui n'est pas très important. Donc on ne passera pas beaucoup de temps sur les fondations, et cela n'aura pas de conséquences pour la construction que l'on est en train de faire. C'est un très bon exemple, et Karinpoché vous demande d'y réfléchir. Mais essayez de bien le remémorer, de ne pas l'oublier. Les exemples ont un rôle très important dans la compréhension des enseignements. Ils ont ce rôle de mettre en valeur, de bien clarifier le sens, disons l'essence de l'enseignement qui est donné, de bien mettre en valeur l'idée principale de l'enseignement.
Et donc ils ont un rôle très important, les exemples en général. Le premier point important, la première pratique à l'intérieur de ce yoga du souffle consiste à compter, à comptabiliser le mouvement de va-et-vient du souffle. Et ce mouvement de va-et-vient, on va le commencer à partir d'une inspiration et puis une expiration. Et donc on va compter ces inspirations, ce mouvement de va-et-vient du souffle, cette inspiration et cette expiration. Alors lorsque l'on va travailler sur ce mouvement du souffle, il ne s'agit pas de se dire aujourd'hui je fais le yoga du souffle, donc je vais souffler particulièrement ou fort ou particulièrement rapidement. Il faut respirer comme on respire habituellement, sans être stressé, sans y mettre trop de force, sans précipitation, sans faire de bruit. Il faut que ce soit un souffle tout à fait relax, qu'on soit dans une situation habituelle, ne pas forcer le souffle à être beaucoup plus bruyant ou beaucoup plus puissant ou beaucoup plus rapide, mais que ce soit quelque chose de très naturel, ce mouvement de va-et-vient du souffle. Et pour pratiquer cela, il faut également avoir une posture droite, c'est-à-dire se tenir avec la colonne vertébrale bien droite, et ceci afin de permettre la circulation du souffle dans les canaux d'énergie, puisqu'on travaille sur ce souffle passe par les canaux d'énergie. Pour qu'il puisse circuler correctement, il faut que les canaux d'énergie ne soient pas bloqués, donc ne pas se tenir courbé, par exemple penché, parce que les canaux d'énergie ne permettraient pas une bonne circulation du souffle. Donc avoir une position bien droite pour permettre cette circulation. Donc sans trop se précipiter, sans trop faire de bruit, il ne s'agit pas de respirer bruyamment, mais avec une respiration naturelle, on compte le mouvement de va-et-vient du souffle en comptant les inspirations, expirations. Il est bien évident que ce mouvement de va-et-vient du souffle, on l'accomplit de façon quotidienne et à tout moment. On est toujours en train d'inspirer et d'expirer. Seulement, même si c'est quelque chose que l'on fait de façon extrêmement courante, évidemment, on n'en est pas toujours conscient. En général, on inspire et on expire, mais notre esprit est ailleurs. On est dispersé dans beaucoup d'autres sujets, dans beaucoup d'autres objets. On pense à autre chose et on n'est pas du tout conscient du fait que l'on est en train d'inspirer et en train d'expirer.
En fait, même la nuit, on pratique le yoga du souffle quand on dort. Ce yoga du souffle, il est toujours, on est toujours en train de pratiquer puisqu'on est toujours en train de respirer. Et même les chiens et les chats, en fait, pratiquent le yoga du souffle. En fait, quand on dit tous pratiquent le yoga du souffle, non, c'est-à-dire que tous respirent en fait. Mais pratiquer le yoga du souffle, cela ne veut pas dire se contenter de respirer, cela veut dire être conscient de sa respiration, c'est-à-dire compter, avoir l'esprit concentré sur ce mouvement de va-et-vient du souffle. Et donc ne pas avoir l'esprit dispersé sur autre chose et être bien concentré sur ce mouvement de va-et-vient. C'est là ce que l'on appelle le yoga du souffle. Ce yoga du souffle va permettre peu à peu, de façon adroite, d'arriver à une plus grande maîtrise de l'esprit. Et c'est un processus, un principe qui est très proche de celui que l'on va employer dans l'éducation d'un enfant très turbulent et très distrait, qui passe son temps qui n'écoute jamais ce qu'on lui apprend, ce qu'on lui dit, et qui est constamment dispersé à courir d'un endroit à l'autre sans pouvoir se concentrer sur quelque chose. Et en peu à peu, en arrivant à le concentrer sur une chose, et puis sur quelque chose de plus large, on arrivera à la fin à lui faire, apprendre quelque chose, à pouvoir l'instruire véritablement. C'est-à-dire qu'on aura une plus grande maîtrise sur lui, on arrivera à le diriger vers une meilleure instruction. Et bien là, c'est le même principe. L'esprit est en général dispersé, il court dans tous les sens, il va à un endroit à un autre, il passe d'une pensée à l'autre. Et avec le yoga du souffle, on arrive à le stabiliser, à le concentrer sur ce mouvement de va-et-vient du souffle. Et peu à peu, cela permet d'amener à une plus grande maîtrise de l'esprit. Si l'on a en face de soi un enfant qui est extrêmement turbulent et qui a beaucoup de mal à rester en place 5 minutes au même endroit, à rester à faire quelque chose pendant plus de quelques minutes, qui change constamment d'activité, eh bien, on aura du mal à lui apprendre, par exemple, l'alphabet. Déjà, les premiers rudiments de l'instruction, on aura du mal à lui apprendre parce qu'il ne peut pas rester pendant plus de quelques minutes à la même place, à faire la même chose. Et donc,
pour arriver à l'amener peu à peu à l'apprentissage de cet alphabet, il faut utiliser comme des ruses, enfin des méthodes plus habiles, et commencer par lui montrer par exemple un jouet qu'il n'a jamais vu, quelque chose qui va l'attirer et qui va le maintenir, enfin qui va le laisser concentrer pendant un certain laps de temps, et essayer ainsi d'établir en lui cette possibilité de se concentrer pendant une période de temps beaucoup plus grande. Et peu à peu, on lui montrera des choses d'abord qui l'intéressent, puis il va rester un petit peu plus longtemps, etc. On arrivera en développant la curiosité en lui, à le faire rester en place pendant plus longtemps, à le faire se concentrer en place sur un même objet pendant plus longtemps, et peu à peu, ainsi, on pourra le guider vers une instruction, vers l'apprentissage de l'alphabet. Jung Chashile really Chin Chui Patrol. The Hindi La Saint Dabute, Pakataka, Margin, or the Kataka Santa Machoche, Juma Choche, Saint Long Crown, Tonkotia, Tonkoi, Katiri Suta, and Hanoi Pa, Tongi, Samogi, or the little Santa Matoji, Kataka Juju. Alors ce premier point de la pratique du yoga du souffle va se faire de façon plus concrète de la manière suivante. On va compter des nombres de paires, c'est-à-dire qu'il y a une inspiration, une expiration, ce qui forme une paire, et on compte pour 1. Et on va compter ainsi 10 paires. Une inspiration, une expiration 1, une inspiration, une expiration 2, et on va compter ainsi jusqu'à 10. Et pendant le laps de temps où l'on compte ces 10 paires, l'esprit doit être totalement concentré sur ce que l'on fait, c'est-à-dire ne pas être distrait par autre chose, mais l'esprit doit penser, je suis en train d'inspirer, je suis en train d'expirer, il y a une paire, je suis en train d'inspirer, je suis en train d'expirer, il y a 2 paires, etc. Donc être bien concentré, focalisé sur ce que l'on est en train de faire. Lorsque l'on pratique ce premier point, il y a 3 fautes qu'il faut chercher à éviter. Alors ces 3 fautes, c'est compter 2 pour 1, c'est-à-dire alors que l'on a fait qu'un, on compte pour 2, c'est-à-dire qu'à la fin on arrivera à moins de paires que normalement on aurait dû en avoir, et compter 2 pour 1, c'est-à-dire qu'on arrivera à la fin à en avoir plus, enfin on arrivera de toute façon à un compte faux, on n'arrivera pas au compte prescrit. Et la 3e faute, c'est de compter une inspiration alors qu'il s'agit d'une expiration, c'est-à-dire se tromper, penser qu'on expire alors qu'on est en train d'inspirer, c'est-à-dire un manque de vigilance dans le fait lorsque l'on est en train de compter. C'est donc là le premier point et en même temps la première étape du yoga du souffle, c'est-à-dire qu'on va le pratiquer jusqu'à ce que l'on arrive à faire ce premier point du yoga du souffle en évitant totalement ces 3 types d'erreurs et en comptabilisant bien ces 10 paires de façon correcte et en ayant, un point le plus important, l'esprit toujours
concentré, focalisé sur ce mouvement de va-et-vient et sur le comptage, enfin sur le fait de compter ce mouvement de va-et-vient du souffle. Et lorsque l'on arrive à une bonne maîtrise de ce premier point, de cette première étape du yoga du souffle, alors on peut passer au deuxième point, enfin au point suivant. En ce qui concerne le deuxième point, la posture, on va changer de posture, enfin il est conseillé d'étendre les jambes. Cette fois-ci on garde toujours le dos droit, on est dans c'est toujours important d'avoir le dos, la colonne vertébrale bien droite, mais on va étendre les jambes, ce qui va permettre une meilleure pratique de ce deuxième point. Alors que dans le premier point, on a les jambes normalement, enfin on est assis en tailleur, enfin on est une position ou de lotus ou en tailleur. Alors, il n'est pas dit de façon explicite qu'il faut absolument étendre les jambes. C'est juste un conseil que Karen Rinpoche dit par rapport à la pratique. Étendre les jambes, étendre les jambes devant soi facilite les visualisations, enfin la pratique de ce deuxième point. Également, c'est une pratique, ce deuxième point peut se pratiquer debout. C'est également une bonne façon de le pratiquer qui facilite l'accomplissement de ce deuxième point. Ces conseils donc d'étendre les jambes ou de pratiquer ce deuxième point en étant en posture debout, en étant debout, cela n'est pas indiqué de façon explicite dans les textes. C'est par expérience, de par sa propre pratique, que Karen Rinpoche conseille de le faire parce que cela facilite la pratique de ce deuxième point. Lors de ce deuxième point, de cette deuxième étape du yoga du souffle, on va suivre maintenant le souffle à l'intérieur du corps. Et pour cela, l'esprit va donc se concentrer sur le souffle. Donc on va démarrer par le souffle qui rentre par les narines, par le nez, et on va
l'esprit va suivre le souffle dans son parcours. Et donc il passe par le nez, il va arriver dans la gorge. Ensuite, l'esprit suit toujours le souffle qui arrive au niveau du cœur, puis au niveau du nombril. Et ensuite, le souffle va passer par les organes sexuels et ensuite passer par les jambes. Et il va aller jusqu'au bout des pieds. Donc il va aller tout au long des jambes. Et quand il va arriver au bout des orteils, on va visualiser que ce souffle sort par le bout des orteils à l'extérieur sur une distance d'environ une coudée, c'est-à-dire environ un coude à peu près. Hein. Et donc ça, c'est lorsque l'on inspire. L'esprit va donc suivre le souffle tout au long de ce parcours à l'intérieur du corps. Et puis il arrive à l'extérieur, à environ une coudée des orteils, enfin des pieds, du bout des pieds. Et puis ensuite, il y a l'expiration. Alors à ce moment-là, on reprend le souffle. C'est un petit peu comme quand on tire une corde. On tire une corde, donc on va reprendre le souffle. Et le souffle va repasser par le même trajet en sens inverse. Et il va repasser par les jambes, passer par le nombril, par le cœur, par la gorge, et ressortir par les narines, par le nez. Et il va ressortir environ, toujours pareil, une coudée à peu près à l'extérieur. Donc le principe dans cette deuxième étape, c'est de suivre ce mouvement du souffle à l'intérieur du corps qui s'en va à l'extérieur d'une coudée, puis qui remonte et qui ressort encore à l'extérieur d'environ une coudée. Là, il ne s'agit pas de compter, d'accomplir cela un nombre bien fixe de fois. On peut le faire autant de fois que l'on le désire. Ce n'est pas comme dans le premier point où c'est 10 de façon bien précise. Lorsque l'on est en train d'effectuer la première étape, le premier point du yoga du souffle, l'esprit a en fait 3 tâches à effectuer. Il doit être conscient du fait que l'on est en train d'inspirer, du fait que l'on est en train d'expirer, et en même temps il doit compter. Donc il a savoir que on inspire, on expire, et en même temps comptabiliser tout cela. Donc il doit être concentré sur ces 3 points. Lors de la deuxième étape, donc du deuxième point qu'on est en train de voir maintenant, les tâches qu'il doit effectuer sont beaucoup moins nombreuses, puisqu'il doit uniquement suivre en visualisation le parcours du souffle à l'intérieur du corps. Là encore, avant de passer à l'étape suivante, au point suivant, il faut s'entraîner à ce deuxième point et le faire autant de fois qu'on le peut. Une fois, 2 fois ne suffit pas, il faut y consacrer plusieurs séances pour bien maîtriser cette pratique qui consiste à suivre le mouvement du souffle à l'intérieur du corps et dans ce mouvement d'inspiration et d'expiration. Mais pas partout.
Laïtsa. Kabaï. Matara Kusan, Laïtsa, c'est du Timbatan Sakati. Allez, Au débat, Manto Sérieux, Sambachenta, Tila Sinzoni, non de l'ensemble, pas matant Baché. Non de l'ensemble, pas matant Baché, c'est non Kani. On dit le Sinzoni, c'est le mini, entre tous les deux. Non. Une fois donc que on maîtrise bien, qu'on possède bien ce deuxième point, on va passer au troisième point, la troisième étape du yoga du souffle, qui s'appelle plutôt maintenir, qu'on traduit en général par maintenir, maintien du souffle. Alors, il s'agit de penser que le souffle rentre par le nez, donc l'esprit pense à ce souffle qui rentre par le nez, et puis on va penser que le souffle, après être rentré par les narines, va va passer dans le canal d'énergie centrale jusqu'au niveau des organes sexuels. Donc il va faire toute la longueur du corps, enfin du buste, enfin du corps, je sais pas comment, du tronc, et on va penser que ce souffle est droit comme une corde, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on pourrait presque visualiser comme une corde et qui descend de façon bien droite. Et on peut aussi imaginer, pour bien visualiser, enfin pour aider l'esprit à visualiser ce mouvement du souffle qui descend, une araignée qui descend d'un fil, descend de façon très droite comme ça, le long de son fil, et c'est quelque chose de bien droit et bien raide. Donc pensez que c'est quelque chose qui descend comme ça de façon bien droite, qui est le long du canal d'énergie centrale, et on reste fixé sur ce souffle qui est à l'intérieur. On maintient le souffle tout le long de cette corde droite que l'on a qui fait toute la longueur du tronc. En ce qui concerne la pratique de ce troisième point, Karen Rinpoche conseille une chose, mais là encore c'est une chose qui n'est pas indiquée dans les textes et donc il n'est pas indispensable de respecter, mais c'est par sa propre expérience, par l'expérience qu'il a acquise au cours de sa pratique, que Karen Rinpoche a vu qu'en visualisant le corps comme étant totalement vide, eh bien il était plus facile de visualiser ce souffle comme une corde bien droite, bien raide, qui se prolongeait tout le long du tronc. Alors il faut penser à une sorte c'est-à-dire ne pas penser aux intestins, aux poumons, à tous les organes qui se trouvent à l'intérieur du tronc, mais penser que c'est quelque chose de totalement vide. Mais l'apparence extérieure reste la même, c'est-à-dire qu'on garde notre apparence physique, la couleur de la peau, la chair, etc. Mais à l'intérieur, tout est vide. Un petit peu comme un ballon
qui a une apparence extérieure, une couleur rouge, une couleur bleue, enfin qui a une apparence extérieure, mais à l'intérieur tout est vide. Eh bien, il faut penser qu'on est une sorte de ballon, donc on a une apparence extérieure qui reste la même, mais à l'intérieur tout est vide, et cela facilite cette concentration, enfin cette visualisation du souffle le long et le fait de maintenir ce souffle à l'intérieur tout le long, disons, du canal d'énergie. Oui. Mais il faut savoir, on pense que l'on est un ballon, mais ne pas penser que l'on se mettre à sauter dans tous les coins et à rebondir dans tous les coins en pensant qu'on est un ballon. Il faut savoir se limiter dans la... Oui, sinon, les gens vont nous prendre pour des fous si on commence à penser vraiment qu'on est un ballon. Alors, il y a pendant durant les enseignements, des enseignements où il y a enseignement et puis d'autres où il y a pratique et méditation. Et ce qui a été enseigné ce soir par Karim Boche, c'est donc le yoga du souffle, et c'est donc ce qui doit être mis en pratique lors des séances de méditation, de pratique du yoga. Et dans la mesure où il y a rarement un traducteur lors de ces séances, Karim Boche a donné les principes à respecter, la marche à suivre aujourd'hui, mais il demande qu'on n'oublie pas ces principes parce que ce sont des principes qu'il faut mettre en pratique, appliquer lors des séances de méditation. Et donc lorsqu'il y aura une séance de méditation et qu'on parlera du yoga du souffle, se remémorer ce qui a été dit ce soir et essayer de ne pas l'oublier. Lorsqu'on désire pratiquer la méditation ou le yoga, il n'est nullement besoin d'aller dans un endroit très loin, très reculé, très éloigné. Et par exemple, ce yoga du souffle peut être pratiqué chez soi, tout simplement chez soi tous les jours. Et c'est quelque chose que l'on peut faire sans avoir besoin d'être dans un lieu particulier, on peut le faire chez soi. Et si on écoute un enseignement sur le yoga du souffle, c'est pour le mettre en pratique. Écouter un enseignement sur le yoga du souffle sans avoir un désir de le mettre en pratique, ça n'a pas tellement de sens. Et si on l'écoute, c'est pour le mettre en pratique. Et voilà.
요 바탕 소다 지요. 인체라 개침도 매대서 지요. 그래서 지 상시 가제 다시 시다 맞잖아. 되게 말해. 니가 고마야 너야. 그 심어담 지기 더디남 지레스. 다기 부 요즘 고마 요즘 투르게 떠야 더디남 지야. 나지긴디 너네랑 고마야. 디줄이 아니 kalmato siro sinelo ni goya 더디남 지레스. Alors il est important également de ne pas oublier l'exemple qui a été donné par Karim Boucher pour expliquer un petit peu le rôle de ce yoga du souffle. Il a dit, il a pris l'exemple de l'éducation d'un jeune enfant, d'un tout jeune enfant, et pour arriver à instruire un tout jeune enfant, la meilleure méthode c'est de l'amener tout doucement et de façon habile en l'intéressant à quelque chose qui va devenir de plus en plus difficile. Mais on ne commencera pas par quelque chose d'extrêmement ardu et difficile, on va commencer par quelque chose, d'abord par un jeu qui va l'intéresser, et puis de ce jeu on passera tout doucement à l'apprentissage de l'alphabet, mais cela se fera de façon toute douce, et le but en fait c'est d'arriver à l'amener peu à peu à savoir se concentrer sur quelque chose et à pouvoir rester un certain temps sur un même objet pour pouvoir apprendre. Et c'est un exemple qu'il ne faut pas oublier. Cet apprentissage que l'on fait à ce moment-là pour le jeune enfant, c'est quelque chose qui va lui servir toute sa vie, c'est ce qui va servir de base à son instruction. On va commencer par des jeux qui vont l'éveiller, et puis par l'alphabet, et puis c'est cet alphabet qui va servir de base à toute son instruction ultérieure. Eh bien, le yoga du souffle, il a un rôle